le 72e Social Selling Forum, le 18e en ligne et le deuxième en mode festival. Et nous terminons donc ce mercredi après-midi avec un sujet très concret, très pratique qui est adaptez-vous au changement hiver 2020 de l'algorithme de LinkedIn. Vas-y Jean-François. Bien, donc c'est vraiment en synergie avec ce que vient de présenter Cyril, puisque c'est plus une présentation visuelle de ce qui vient d'être dit. Et mon propos, ça va être de dire, si on dit des trucs intelligents, mais qu'on est vu de personne, ça sert à rien. Et les meilleurs trucs intelligents lus et entendus de personnes, c'est jamais que de l'énergie perdue, c'est du gâchis d'intelligence. Moi, je vais plutôt vous le prendre sous un angle pédagogique et démystification et simplification. Si on veut être vu, il faut bien être conscient qu'il y a 5 moyens. Ces 5 moyens, ils sont derrière moi. On peut être vu par le profil, on peut être vu par le post, on peut être vu par le partage, on peut être vu par un article, ou on peut être vu par un document que certains vont utiliser pour faire une fonction carrousel. Je vais m'attarder pour l'instant sur la mise en image de ce que Cyril a expliqué tout à l'heure sur le fonctionnement de l'algorithme. Sur le post, qui est le moyen le plus fréquent, le plus immédiat d'être vu, puis qui est la cause des autres. C'est que souvent les gens viennent voir votre profil parce qu'ils ont été interpellés par un post. Donc les vues de profil, c'est hyper intéressant, mais il faut bien voir qu'elles sont souvent la conséquence de ça. Le commun des mortels sur LinkedIn pense que quand il fait un post, il va être vu de la planète entière, de l'intégralité de tout le monde. Bon. Dès qu'on a joué 5 minutes avec LinkedIn, on a compris que c'est que les rangs 1 et les followers. Et quand on a joué 10 minutes, on a compris qu'il y a un algorithme qui fait que tous les rangs 1 et tous les followers ne verront pas ça. Donc, on pense que notre post va être distribué au rang 1 ou aux followers, si ce n'est que cet algorithme se met en place et que c'est un peu comme si la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle arrête le post et elle va l'analyser pour lui définir un score de qualité. Ce score de qualité, comme toutes les algorithmes sont secrètes, ça peut être que des tests. Des tests, on en fait, d'autres en font. On lit les communications des autres, on essaye de compiler ça, on regarde les synthèses des uns et des autres, les thèses des uns et des autres. Et en gros, prenons un post de base qui a un texte et une image, et prenons ça comme indice 1. On sait que si on rajoute un document, le PDF dont j'ai parlé, ça va augmenter la portée, c'est-à-dire qu'il va être diffusé à plus de monde que 100. Si on met du texte seul, il est à nouveau diffusé à plus de monde. Et attention, mon point, c'est pas de dire c'est malin ou c'est pas malin de faire ça, juste de constater que c'est le fonctionnement. Ensuite, il y a une analyse vraisemblablement de la qualité. Le post trop court va sans doute prendre un mauvais score de qualité, un post qui a de la qualité, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de l'algorithme de dire on essaye qu'un post ait un certain contenu. Il y a des pénalités qui peuvent être les fautes d'orthographe, qui peuvent être le fait de mettre des liens. Moi, je constate que j'ai toujours, et après avec beaucoup de prudence, parce que deux posts ne sont pas identiques. Mais n'empêche que quand je mets un lien, j'ai du mal à faire des vues qui vont se compter en milliers, et quand je ne mets pas le lien ou quand je le mets après, j'ai plus facile. Et ce truc-là, je ne le vois pas beaucoup changer en ce moment. Après, ça m'a fait rire, comme Cyril a expliqué tout à l'heure l'histoire pourquoi c'est idiot de mettre des liens en premier commentaire. Et c'était drôle comme tu as expliqué ça, Cyril, et c'est tellement plein de bon sens. Voilà, j'ai aimé ça. Je pense que si on fait un post trop court, il prend également un score de qualité pénalisé. Et les vidéos, longtemps, on a pensé qu'elles pénalisaient le score de qualité, sauf si elles sont natives. À mon avis, c'est le même genre de fonctionnalité que ce qu'on a en ce moment sur la news, c'est-à-dire que quand LinkedIn veut pousser un nouveau truc, il le favorise. Et puis, une fois que tu t'es mis dedans, comme les articles, etc., après, il peut revenir en arrière. Et donc, rien ne dit que ça durera comme ça. Bref, il a arrêté le post, il l'a analysé. Et à ce moment-là, on se dit, c'est bon. Maintenant, il va le balancer sur un pourcentage de mes rangs 1 qui va être d'autant meilleur que le score de qualité est bon. Que nenni. Ce que LinkedIn va faire, c'est qu'il va faire un échantillon test pour mesurer la réaction de l'audience à l'exposition à ce post.
Et donc, le post va traverser les murs de cet échantillon test. Et là, il faut faire gaffe, hein, ça m'intéressera d'avoir l'avis justement de Cyril et d'autres sur le sujet. Moi, je pense que l'échantillon test, c'est entre 8 et 10% du panel complet, mais il faudra me dire combien vous pensez et tout ça. Mais ça veut dire que quand on a un petit réseau, l'échantillon test, il n'est pas significatif. Pour avoir un échantillon test significatif, il faut déjà avoir un gros réseau. Et là, ce que ça va regarder dès les premières heures, c'est la viralité. Donc, est-ce qu'il y a des réactions? Alors là, il va donner à nouveau des bonus et des malus. Dans les bonus, il y a le dwell time qui était tellement bien expliqué par Cyril tout à l'heure. Hein, si on le traduit de l'anglais, c'est le temps d'habitation de votre post. Il y a les réactions. Moi, je vois que mes posts qui sont beaucoup boostés, ils ont plus de 20 réactions la première heure. Dedans, on peut imaginer que LinkedIn fait marcher un certain scoring. Moi, il me semble, mais Cyril a dit l'inverse tout à l'heure, et je ne prétends pas du tout détenir la vérité. Moi, il me semble que ça marche mieux quand j'ai beaucoup de commentaires que quand j'ai beaucoup de clics. Donc, je me dis qu'il attache plus d'importance aux commentaires qu'aux clics. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a des réactions comme... J'ai dit aussi la même chose, il me semble. C'est ce qu'il a dit. Hein. D'accord, ok. Donc, j'avais compris l'inverse, mais donc ça veut dire qu'on est en phase là-dessus. Bien sûr, les réactions négatives de l'audience vont vous affecter des malus. Par exemple, quelqu'un qui veut masquer le post du fil, quelqu'un qui arrête de vous suivre ou qui se déconnecte, quelqu'un qui vous signale bien sûr encore plus, ou comme l'a dit Cyril tout à l'heure, vous avez mis des arrobases et les gens n'y réagissent pas. Ou alors, des fois, vous avez ces posts qui ont des collections de arrobases. Tu sais, tu as le mec qui dit 3 lignes qui veulent dire du français, puis après, c'est une collection de arrobases en se disant, plus je mets de arrobases et shit de gens, plus il y en a qui vont bien me liker, etc. Là, il y a maintenant des pratiques qui sont vraiment qui n'ont aucun sens pour faire des deals et des accords. J'en parlerai dans un instant. Mais je pense qu'à nouveau, ce coefficient de viralité est porteur de sens, c'est-à-dire que si on fait des choses intelligentes, interpellantes, les gens vont les lire et on va améliorer le dwell time. Si on dit des choses qui sont excitantes, enthousiasmantes, rigolotes, intelligentes, on devrait avoir des gens qui cliquent et qui réagissent. Donc, ce dwell time, le dwell time et les réactions, il ne faut pas voir les algorithmes que comme un côté négatif, Big Brother, etc. C'est derrière l'intention, pour le coup, elle me semble pas mal. Et ça, ces deux scores, le score de qualité, le coefficient de viralité, va déterminer le reach, la portée, c'est-à-dire dans votre réseau de rang 1 et les followers qui vont dedans. Il y a deux algorithmes, il y en a une qui calcule pour vos rangs 1 et une qui calcule sur les followers. Et ça va déterminer combien de personnes vont avoir le droit d'étendre le test pour que votre post leur soit exposé. Ensuite, se met en œuvre, on pourrait penser que c'est fini, non, pas du tout, se met en œuvre le Quality Score Team LinkedIn. Donc là, vous avez une équipe de LinkedIn qui va analyser les posts. Les posts qui sont beaucoup vus, ils sont probablement poussés par cette équipe-là. Et vous pouvez poster des trucs super intelligents qui ne sont pas postés par cette équipe-là. Et là, je vous renvoie à l'article que Cyril vous a donné. Et j'étais tombé dessus aussi il y a 2 jours. Et c'est rigolo comme le gars explique ça. Moi non plus, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu. Du coup, c'est un article pas du tout technique. Il n'explique pas du tout la technique de l'algorithme. En revanche, sur la philosophie de l'algorithme, vraiment lisez-le. C'est un truc qui vaut le coup d'être lu. Et ça va donc déterminer. Moi, ces trucs-là, par certains aspects, me scandalisent. C'est-à-dire de dire, il y a une équipe de 50 mecs, tu ne sauras jamais leur nom, mais eux, ils ont le droit de vie ou de mort sur tes communications. Et des fois, on transpire, et moi, je pense avoir la prétention de faire partie des gens qui transpirent pour faire des contenus de bonne qualité, et tu te fais sanctionner par 50 mecs qui ont peut-être le QI le niveau de QI d'un hamster, qui peuvent faire n'importe quoi, qui seront jamais sanctionnés, etc. Le principe est scandaleux, ok, il faut jouer avec, de toute façon, on n'a pas le choix. Là, maintenant, votre poste va atteindre sa cible, donc sa portée, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'algorithme de LinkedIn tourne d'une manière continue. C'est important à savoir parce que ça veut dire que si vous faites un autre post ou un partage, ce truc dont on disait tout à l'heure qui ne sert à rien, mais il va rentrer dans la boucle de calcul de l'algorithme. Et ce que ça va faire, c'est plusieurs choses.
Notamment au niveau du coefficient de viralité, ce deuxième post, il faudrait qu'il ait beaucoup plus de réactions que le premier pour avoir la même portée. Donc déjà, votre deuxième post, il est planté, il fera moins de vues que le premier. Au troisième, ce sera encore pire. Mais surtout, c'est qu'il va y avoir un impact, ça va pénaliser votre premier s'il est encore dans la boucle de calcul de LinkedIn, c'est-à-dire que ça peut diminuer son reach en cours de journée. Et comme l'algorithme est continu, si en cours de journée, vous prenez, et on le voit dans nos tests, vous prenez beaucoup de commentaires, de réactions, par exemple entre midi et 2, alors que le machin il était posté à 9h, et ben à ce moment-là, il réaccélère en début d'après-midi, alors que les gens sont supposés retourner au boulot, mais nous on pense que le reach a réaugmenté. Mais ça joue dans les deux sens, c'est-à-dire que si les réactions baissent, si les commentaires baissent, et si vous en balancez d'autres derrière, ça diminue votre portée, et donc il sera vu par moins de gens. Bien sûr, sur mon schéma, les bleus c'est ceux qui voient votre post, et les rouges c'est ceux qui ne le voient pas. Voilà, à l'inverse, donc si ça se passe bien dans la journée, le reach peut augmenter, il peut continuer à augmenter et votre post sera plus vu. Et puis attention, quand vous publiez depuis la page entreprise, là la portée est forcément extrêmement réduite par LinkedIn. Pour le coup, je ne le fais jamais et le 4 à 6%, je pense que je l'ai lu sur probablement une des communications de Cyril ou quelque chose comme ça, pour dire que attention, il faut publier à partir de son profil perso. Les réseaux sociaux, c'est des gens qui parlent à des gens et c'est pas des machines qui parlent c'est pas des gens qui parlent à des machines ou des machines qui parlent à des gens. Après, les pods, bon, si chez LinkedIn, ils sont pas trop débiles, ils devraient pas mettre longtemps à arriver à éliminer cette pratique-là. Hein. Cette pratique-là, c'est une pratique d'entente. Imaginez, on se met d'accord tous ensemble autour de la table et on se dit, on est, je sais pas combien dans la réunion, on est 33 si je vois. On dit, on se met d'accord tous les 33 et demain, quand il y en a un qui publie un truc, dans l'heure qui suit, les 33, on met des likes, des commentaires, etc. pour augmenter le score de viralité. Au bout d'un moment, c'est pas très compliqué de voir que ce sont les mêmes qui like, qui commandent toujours les mêmes, et donc il y a une collusion, une entente. C'est ce que fait l'algorithme de Google quand elle va punir, par exemple, les backlinks abusifs. Vous prenez plein de backlinks sur votre site, mais qui tombent tous sur la même page. En règle générale, la homepage, ça veut dire que vous avez fait un truc pour générer les backlinks et vous êtes puni par l'algorithme. Là, c'est la même chose. S'ils ont des bons ingénieurs, des bons développeurs, ils vont pas mettre très très longtemps à punir ça, donc il faut pas le faire. Autre point, c'est que ça, c'est l'algorithme. Et moi, je pense foncièrement sur un chemin très très proche de celui de Cyril, que l'algorithme, c'est qu'un bout du sujet. C'est vraiment qu'un bout. Simplement, si on ne le mérite pas, vous faites punir. Si vous n'avez pas un bon reach au départ, vous risquez de ne jamais être vu des quelques-uns qui vous intéressent. Donc, sur l'algorithme, si on se résume, vous avez le score de qualité, pas de faute, vidéo native, lien après, golden hour, un par jour, puisque vous savez que le deuxième vous pénalise. Le coefficient de viralité, écrivez des trucs intelligents pour avoir des réactions. Et ensuite, le dwell time, écrivez des trucs plutôt longs pour que les gens restent dessus. Écrivez des trucs marrants pour que ça les intéresse, qu'ils aient envie de vous lire. Essayez de résoudre un problème si vous voulez pas être drôle, mais que les gens lisent pour avoir des éléments du problème. Bref, être intéressant. Et donc, si cet algorithme, elle nous pousse à faire des trucs plus intéressants, finalement, c'est pas que un truc négatif, c'est pas que un truc à la con. Maintenant, il y a un autre point qui est fondamental, et plus important que l'algorithme, bien sûr, c'est d'être captivant pour les gens qui vous lisent. Et là, il y a vraiment deux dimensions. Il y a le côté rationnel. Et l'être humain est fait de la sorte, avec un cerveau cognitif, qui fait qu'il aime bien les trucs rationnels. Il a un problème, on résout un problème. Il a une question, on pose la question, on résout la question. On donne des vrais conseils pro avec de la valeur ajoutée. Bref, être utile aux gens. Et pas copier ce que les autres racontent, essayer d'être différent. Oui, moi, cette semaine, comme on avait ce Social Selling Forum, j'ai essayé d'écrire un article sur LinkedIn, mais sur Linbound, mais qui ne répète pas tout ce qu'on a entendu pendant X années sur Linbound. Et cet article-là, je me suis dit, c'est pas du temps perdu. Je vais le faire unique, mais en même temps, c'était aussi ma manière de préparer le keynote de tout à l'heure. Et c'est pour ça que si vous lisez cet article ou si vous l'avez lu, vous verrez pas mal de rapprochements parce qu'en fait, pour optimiser mon temps, j'ai fait d'une pierre deux coups
écrire un truc intelligent sur LinkedIn en préparant un keynote que j'ai essayé de faire aussi intelligent que possible à 16 heures. Et d'être unique comme ça, de raconter des choses que les autres n'ont pas entendues. Ou des fois, on raconte des choses que les autres ont entendues, mais on ne les présente pas pareil. Et on se creuse la tête pour être différent. C'est vraiment un des éléments pour être captivant. Et puis l'autre, il est émotionnel. Émotionnel, ça veut dire que vous devez avoir des visuels. Vous devez avoir des visuels qui sont impressionnants, qui sont étourdissants, qui sont captivants, qui sont émotionnels, pas des photos pixelisées à la con, pas plein de photos avec plein de textes, pas des photos pourries, non. Déjà, il y a le côté visuel qui va accéder à la sphère émotionnelle, donc au cerveau limbique. Ensuite, vous savez, il y a deux émotions sur lesquelles on peut jouer plus facilement, c'est la peur et le rire. La peur, c'est les posts que vous allez faire, genre les erreurs à pas commettre. Les 4 raisons absurdes qui font que les gens achètent des voitures électriques si vous vendez des voitures électriques. Les 4 erreurs à pas faire quand vous achetez un véhicule hybride ou je ne sais. En fait, jouez, faites-les rire ou faites-les pleurer en gros. Mais c'est ça qui nous rend émotionnels. Ensuite, c'est d'être humain, personnel. Alors humain, c'est compliqué parce que ça veut dire reconnaître ses faiblesses. Et des fois, même reconnaître des faiblesses qu'on n'a pas pour faire sentir à quel point on est humain. Pour moi, c'est vraiment, j'ai aimé ce post où Cyril dit ce truc-là, c'est pas de moi, j'ai fait une synthèse des autres. Sauf que quand vous lisez le truc, vous apercevez qu'il y a énormément de valeur ajoutée. Mais ça le rend humain et forcément authentique. Et ça rend captivant. Et puis après, vos visuels. Quand vous faites un post, il faut que vous ayez un visuel, c'est-à-dire une image. Mais on n'est pas iStock ou Shutterstock ou etc. Une image, elle vaut 1000 mots et donc elle peut être interprétée de 1000 manières. Donc ce qu'il faut, c'est mettre un texte par-dessus pour dire le sens dans lequel vous voulez que votre texte soit votre image soit interprétée. Alors c'est plus long que coller une image. C'est plus long que prendre la photo d'un chat qui tombe dans une cuvette de chiottes avec quelqu'un qui tire la chasse. Il faut se casser la tête pour essayer de trouver cette corrélation entre l'image et le texte sans que ça reprenne le titre ou le premier mot du post. L'image, il faut qu'elle soit émotionnelle, il faut qu'elle soit choisie, il faut qu'elle soit de bonne qualité, il faut qu'elle respecte aussi les standards de LinkedIn. Ce qui est important aussi, c'est d'illustrer l'idée plus que le mot. Et souvent, nos images, elles illustrent le mot, et c'est l'erreur que j'ai faite ici, puisque l'image illustre le mot. Je dis une image visuelle et j'ai pris un œil. Et souvent, il y a plus intelligent à faire que simplement illustrer le mot. Là, je l'ai fait rapidement parce que, en fait, Loïc m'a demandé de présenter ce keynote il y a à peu près une demi-heure et je voulais aussi illustrer ça. Voilà les 3 composantes pour être intéressant sur LinkedIn. Comprendre comment marche l'algorithme, être captivant en s'adressant au cerveau droit et au cerveau gauche de nos audiences, être visuel, simplement parce que le caractère visuel du post fait qu'il va déterminer, selon les études, à peut-être 75% ou 80%, le désir de lire les 3 premières lignes ou le désir de cliquer quand c'est un article. Merci Jean-François, on l'applaudit, il a fait ça en plus au débeauté Jean-François.